Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'accélération des projets cloud avec les 4 facteurs clés qui vont vous aider à accélérer votre projet cloud. Je m'appelle Charles et je vais avoir le plaisir d'être votre relais parce que vous allez être aussi acteur de cette webconférence. Et on va vous poser une première question par sondage. Quel est pour vous le premier diagnostic à faire dans un projet cloud? Est-ce que c'est un diagnostic sur le cloud ou un diagnostic sur la connectivité? Donc je vais le créer et en attendant que je le crée, que vous commenciez à répondre, je laisse Thierry et Guillaume se présenter. Donc Thierry de Change Bien Service. Thierry, qu'est-ce que tu fais chez Orange? Alors, chez Orange, je fais practice leader. Je suis responsable d'une practice de la cloud transformation. Et je suis, donc ça c'est pour le côté, je dirais, fonctionnel. Et sur le côté opérationnel, je suis consultant senior. Et donc, je réalise les prestations dans des missions pour nos clients. Merci. Guillaume, chez Orange Bien Service, qu'est-ce que tu fais au quotidien du coup? Donc, moi, je suis business developer à la BU Connectivité. Donc, j'accompagne nos commerciaux et nos clients sur leur transfo digital. Et bonjour à tous au passage. Voilà, je suis en train de soumettre le sondage. Vous pouvez aller donc sur la colonne de droite, voilà, vous pouvez suivre mon doigt. Sur la droite de l'écran, vous pouvez avoir le chat, vous allez pouvoir animer, n'hésitez pas à interagir entre participants. Si vous avez des questions pour que ça soit simple et que je puisse les poser à nos deux experts, vous avez une colonne dédiée là-dessus et vous pouvez même liker les questions, ça va faire remonter les questions les plus populaires, comme ça pas besoin de faire doublon. Et bien évidemment, sondage, puisqu'on va vous solliciter tout au long du webinaire. Et je peux déjà vous dire que vous pouvez commencer avec les premières questions, parce qu'on ne va pas attendre la fin de la présentation de nos deux experts pour poser des questions. On va le faire même en cours de présentation. Alors Thierry, Guillaume, il y a déjà plusieurs personnes qui commencent à voter. Alors pour l'instant, on a une majorité de connectivité pour le diagnostic à faire en premier. On va attendre quand même. Ah, il y a quelqu'un qui a voté cloud, ça commence à s'équilibrer un peu. Bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Hop, n'hésitez pas à dire un petit bonjour dans le chat si vous voulez, toujours agréable. Alors, dans le sondage, ça persiste, la connectivité reste en premier. Si vous avez l'occasion, sur la droite de votre écran, vous avez les onglets sondage. Et en haut, vous avez un petit carillon, vous pouvez le mettre en mute, ça vous évite d'avoir un son à chaque fois qu'il y a une notification. C'est-à-dire que quelqu'un laisse un message ou autre. Allez, sans plus attendre, on a une belle demi-heure devant nous. Donc, à 67%, notre audience, les spectateurs, on va dire ça comme ça, pense qu'effectivement, c'est un diagnostic connectivité qu'il faut faire en premier. Alors du coup, Thierry, je vais te laisser la parole. Est-ce que c'est la connectivité ou le cloud qu'il vaut mieux faire en premier? Alors, moi, j'aurais voté cloud, mais bon, nos spectateurs ont visiblement voté pour la connectivité, mais les deux sont indissociables. Il n'y a pas de mauvais vote. En tout cas, je vais vous parler des diagnostics cloud. Donc, le but des diagnostics cloud, c'est d'avoir une vision à 360 degrés de votre informatique. Pour ce faire, on va explorer 5 grands axes. Le premier, c'est l'inventaire. En gros, c'est savoir qu'est-ce que vous avez comme patrimoine au niveau des serveurs et des applicatifs. L'axe de la sécurité, quelle est la criticité business de vos applications? Et est-ce que vous avez peut-être une solution de plan de reprise d'activité ou solution de sauvegarde et de restauration en cours? Également, donc, le réseau, on en revient à la connectivité, avec du local, le LAN, au plus loin, l'Internet, mais également connaître ses accès, ses débits, enfin, le type de connexion. L'organisation, même si c'est une transformation qui est technologique, on a quand même besoin de savoir quels sont vos processus en cours pour tout ce qui est support, tout ce qui est rapport avec vos infogéreurs. Et enfin, au niveau de la documentation, on a besoin de connaître les dossiers d'architecture technique et vos flux techniques et fonctionnels de vos applicatifs et les liens entre ces applicatifs. Donc, je vais rappeler là le voyage de la donnée qui est en fait notre ADN. Nous sommes une entreprise de services digitaux née du réseau. Notre mission, c'est de vous accompagner sur toutes les étapes de ce voyage. Et là, moi, je me focalise sur la connectivité, donc sur la partie transportée, via nos réseaux fixes, mobiles, satellites. Toujours en intégrant la sécurité, l'automatisation de plus en plus et la connexion directe vers les grands fournisseurs cloud. Pour le diagnostic de préparation à la migration cloud, important est de connaître son existant, donc son réseau LAN, WAN,
en termes de connectivité, ses architectures physiques, logiques, la matrice de flux, les applications. Et surtout, on voit qu'avec l'explosion des usages, des applis grand public, des réseaux sociaux, on peut être surpris des applications qui existent réellement sur le réseau. Donc, dans ce cadre-là, des outils de visibilité applicative aident beaucoup. Ça permet de rallumer la lumière sur le réseau. Premier niveau peut être fourni directement par les routeurs. C'est la brique de base, et pour aller plus loin, il y a des sondes virtuelles, voire des sondes physiques qui peuvent être installées. Donc, c'est important aussi de connaître la typologie des sites et la criticité, c'est-à-dire la façon dont ils consomment la bande passante. Donc, quel besoin de SLA? On peut avoir besoin de pas beaucoup de bande passante, mais avec une très forte criticité et vice-versa. Il faut également connaître la partie support physique, du cuivre, du fibre, des débits garantis ou pas, quels sont les sites fibrés, les sites fibrables, éventuellement la couverture 4G qui peut dépanner, voire plus. Et toujours un leitmotiv, la sécurité. Alors, ça englobe beaucoup de choses. Sur la partie migration dans le cloud, ça peut impliquer d'ouvrir son réseau à Internet et en tout cas, évidemment, de confier ses données à un tiers. Donc, où placer le curseur en termes de sécurité? Quelles données placer dans le cloud? Tout, une partie, chez qui? Est-ce que ce serait chez un acteur soumis au RGPD? Est-ce que ce serait chez un Américain soumis au Cloud ou Patriot Act? Ou chez un Chinois? Et enfin, quelle expérience utilisateur ou expérience client est attendue? Est-ce qu'il y a des applis temps réel, par exemple? Si les utilisateurs, ou pire, vos clients ont l'impression d'une régression dans le service rendu, ce sera catastrophique pour la transfo digitale, qui est l'enjeu majeur des entreprises aujourd'hui, vu le contexte de crise en plus. Alors, après, donc, le diagnostic cloud qui nous a permis d'avoir une vision, je dirais, de votre patrimoine informationnel qui soit à la fois à jour et exhaustive, nous allons passer en fait à ce qu'on appelle l'étude d'éligibilité de vos applications au cloud. Cela se passe en 3 grandes étapes. La première étape, donc, comme je vous disais, l'unité d'œuvre qu'on étudie, c'est votre applicatif. On va passer cet applicatif au crible de 4 critères. Le premier critère que l'on considère, c'est l'usage métier. L'usage métier, c'est typiquement le nombre d'utilisateurs finaux qui utilisent cette application, l'importance pour votre business. Le deuxième critère, ça va être l'architecture et la technologie qui est sous-jacente à votre application. Est-ce qu'elle est entière? Est-ce qu'elle est un peu plus complexe? Est-ce qu'elle est interconnectée? Ensuite, les 2 autres critères qui nous restent, ce sont plutôt des contraintes. La sécurité, est-ce que vous êtes ISO 27K, mais aussi le côté réglementaire, donc la RGPD évidemment, mais également si vous dépendez d'un secteur spécifique, peuvent être la santé, banque, assurance ou les milieux de la défense. La deuxième étape, donc après avoir étudié votre applicatif, on va définir quel service cloud cible on adresse. Est-ce que c'est de l'infrastructure as a service, qu'on appelle communément le IaaS? Typiquement, donc, c'est disposer des ressources telles que serveurs, stockage et réseau. Est-ce que cela adresse plutôt du platform as a service, qu'on appelle le PaaS, typiquement des plateformes de développement web, Pivotal, plateforme SH? Ou alors, est-ce que ça adresse software as a service, qu'on appelle le SaaS? Bon, typiquement, je pense que vous connaissez Office 365 et Salesforce pour le CRM. Enfin, la troisième et dernière étape, après avoir défini quel service cloud on adresse, c'est savoir sur quel type de cloud on va déposer votre applicatif. Est-ce que c'est du cloud privé, donc des ressources dédiées aux clients basées sur des technologies telles que Dell, Nutanix et bien d'autres? Est-ce que c'est plutôt un cloud privé virtuel, des ressources mutualisées, typiquement pour nous, c'est Computing Advanced, qui est basé sous la technologie VMware? Ou enfin, est-ce qu'on dépose votre applicatif sur le cloud public, qui est donc riche en fonctionnalités, en élasticité, Flexible Engine pour OBS, mais également le cloud de nos partenaires AWS, donc Amazon, Azure et Google Cloud Platform. C'est donc les 3 étapes pour voir comment vos applicatifs vont voyager vers le cloud. Notre vision, c'est que les frontières entre le LAN, le WAN, le cloud, les applications, qu'elles soient dans le cloud ou pas, n'existent plus. Donc, maintenant, il y a une logique de bout en bout, un chef d'orchestre en tâche de fond, intelligence artificielle. Et c'est cette infrastructure qu'on développe actuellement. Donc,
un exemple de connectivité multi-cloud simple et sécurisée, c'est BVPN Gallery. Ça permet d'accéder à une grande quantité de SaaS Cloud sans avoir à passer par Internet. J'en reparlerai plus tard. L'effacement des frontières entre LAN, WAN, application fait qu'une transfo cloud va avoir des impacts forts comme générer un besoin en bande passante et ou une très forte sensibilité à la latence, à la gig, etc. Donc, je reviens, l'importance de connaître son existant, les possibilités d'upgrade des accès. Une fois qu'on a la cartographie de l'existant, de la cible, les audits réalisés, quelle connectivité utiliser, du niveau 2, du niveau 3, donc niveau 2 Ethernet, niveau 3 IP. Si c'est du niveau 3, est-ce que c'est via un réseau sécurisé car étanche, comme peut l'être notre réseau BVPN, donc basé sur du MPLS VPN, ou est-ce que ce serait en s'ouvrant sur Internet? Est-ce que ce serait en mélangeant les deux, donc du MPLS VPN et de l'Internet, donc en hybridant? Donc, de cette façon, apporter de l'agilité, de la souplesse, réserver la bande passante MPLS à des usages critiques, par exemple. Donc, quel niveau d'automatisation aussi est attendu? Quelle flexibilité est attendue? En niveau 2, nos offres embarquent de la bande passante à la demande. Donc, sur une appli web, une réglette graphique permet de modifier en 5 minutes votre bande passante. C'est appliqué de façon temporaire ou définitive, c'est vous qui choisissez. Sur ce niveau 2, vous pouvez également configurer une connexion niveau 3 via un routeur virtuel embarqué en mode do-it-yourself. Ce réseau est interconnecté avec tous les grands CSP, Cloud Service Provider, donc vous pouvez accéder à votre cloud de cette manière. En niveau 3, on a du fast upgrade, donc sous réserve de prérequis, vous pouvez upgrader votre bande passante en 5 jours. Et Gallery, dont j'ai commencé à parler, Flexible SD-WAN, une autre offre du portefeuille. L'hybridation, en général, sont des solutions de connectivité natives pour accéder au cloud. Alors, dernière étape de notre design, nous avons déjà défini les services cloud cibles et également le type de déploiement cloud. La dernière étape, c'est savoir qu'est-ce qu'on va faire de votre applicatif. Est-ce qu'on opte pour, d'un côté, je dirais, la migration, qui est souvent un mode, je dirais, sûr, ou alors est-ce qu'on opte pour redévelopper son application, qui est un mode un peu plus ambitieux. En fait, vous avez 4 grandes stratégies applicatives que nous pouvons appliquer. La première, c'est virtualiser l'application. Ça se fait sur le IaaS. Le cas d'usage type, c'est par exemple, vous devez fermer votre data center, votre salle informatique, et dans ce cas-là, c'est une des stratégies à utiliser pour sauver vos applicatifs. La deuxième stratégie peut être de décider de réadapter l'application, c'est-à-dire commencer à avoir un petit peu plus de résilience, un peu plus de scalabilité. Et dans ce cas-là, on va prendre une application, on va isoler les librairies spécifiques et on va l'encapsuler. C'est ce qu'on appelle le Container as a Service, basé entre autres sur les technologies de Kubernetes. Enfin, on peut décider d'être encore plus ambitieux et se dire, mon applicatif, j'ai envie de le réécrire, j'ai envie de le réécrire totalement et je veux le faire sur une plateforme qui est Cloud Native Applicative, donc une plateforme qui est totalement dans le cloud public, afin d'obtenir tout ce qu'on est en droit d'attendre du cloud public, la résilience, l'agilité et le côté scalabilité. Enfin, dernière stratégie qu'on peut appliquer pour l'applicatif, c'est se dire, je la remplace, j'ai trouvé la solution équivalente d'un éditeur qui est déjà dans le cloud, typiquement, donc, comme je vous le disais auparavant, Office 365 et Salesforce. Et dans ce cas-là, j'opte pour abandonner mon applicatif et j'aurai donc à ingérer mes données dans la solution SaaS. Voilà pour les 4 stratégies que vous pouvez appliquer à vos applicatifs. Hop, 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 on ne tue pas le suspense, justement. On va parler effectivement un peu plus de connectivité par la suite. Merci messieurs sur cette première partie, donc effectivement de design, de think et de design, c'est-à-dire effectivement comment je prépare mon projet, comment j'analyse mon existant. Alors pour l'instant, on n'a pas trop de questions. Moi j'en ai une pour vous au niveau de l'audience. C'est combien de types de fibres est-ce que vous connaissez? Est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 2, c'est 3? Du coup, je vous publie tout de suite le sondage. Donc, toujours pareil, dans la colonne de droite, vous avez le sondage et j'aimerais savoir combien de fibres vous connaissez.
J'avais une question pour toi Thierry au début. De ton expérience avec les entreprises, ces deux moments de think et de design, est-ce que ce sont des choses qui sont courants ou qui malheureusement sont un peu mésestimées et du coup derrière ça te fait devoir intervenir en catastrophe? Alors, c'est une bonne question dans le sens que si on n'a pas une bonne vision de son patrimoine informationnel, donc Mhm. typiquement le diagnostic cloud, on part sur des mauvaises bases pour la suite de l'étude. Et d'un autre côté, vous avez également l'étude d'éligibilité que j'ai décrite en 4 phases, qui est importante, parce que comme vous le voyez, vous avez une bifurcation entre des choses qui peuvent être, je dirais, faisables, typiquement votre applicatif a la bonne technologie, a le bon système d'exploitation, mais vous avez le côté faisable, c'est que vous avez des contraintes réglementaires de sécurité qui font que même si quelque chose est possible, ce n'est pas pour autant qu'on le fait. Donc voilà, ce sont les deux bases primordiales avant de basculer dans la migration vers les différents clouds et services. Même question, Guillaume, sur la partie un peu plus connectivité. On sait qu'en général, il y a parfois pour des événements ou des moments assez spéciaux, on a besoin d'avoir beaucoup plus de bandes passantes. Est-ce que en général, en fait, les clients viennent vers toi pour te demander direct, on a besoin d'augmenter la bande passante, et finalement, tu réalises que il faut déjà qu'ils aient conscience de l'existant et que parfois, il n'y a pas forcément besoin d'augmenter la bande passante. Est-ce que tu as ce genre de cas avec les entreprises que tu accompagnes? Oui, oui, ça arrive fréquemment. Alors, c'est pas aussi euh, facile. Mhm. Il y a- En général, la vidéo du patron pour les vœux, c'est assez bien anticipé. Il nous est arrivé, par contre, oui, des migrations cloud sur des solutions assez gourmandes en bande passante, donc Microsoft pour ne pas la nommer, où il fallait doubler le débit des sites et donc retomber sur tous les problèmes d'éligibilité dont j'ai parlé au début. Alors, on a une question qui vient d'arriver. On va essayer de faire assez rapidement au niveau des réponses, avoir chacun votre point de vue, parce que effectivement le temps passe et il nous reste encore quand même deux grandes étapes importantes à voir dans les projets d'accélération cloud. Une question d'Olivier. Est-ce que donc vous avez évoqué les utilisateurs finaux. À quel moment est-ce qu'il faut les intégrer dans le projet? Thierry, d'après toi. Alors, pour moi, je les intègre lors d'un atelier dans l'étude d'éligibilité au cloud sur la partie usage métier. C'est quand même les personnes, je dirais, les plus attitrées pour répondre à comment fonctionne l'applicatif et quelles sont les fonctionnalités attendues et, je dirais, le niveau de disponibilité ou de réactivité. D'accord. Toi aussi, Guillaume, ce sera à peu près aux mêmes périodes pour intégrer les utilisateurs finaux? Oui, oui. D'accord. Bon, c'est parfait, c'est une réponse courte et très claire. Olivier, n'hésite pas à nous dire si, je me permets de tutoyer, n'hésitez pas à nous dire si ça convient par rapport à ce que vous souhaitiez comme réponse. Sur le sondage, alors, nous avons, eh bien, on a des connaisseurs, parce qu'apparemment, il y a 70% qui connaissent 3 types de fibres, 10% 2 types de fibres et 20% un seul type de fibre. Guillaume, fin du suspense, combien de types de fibres existent-ils? Alors, vous voyez le schéma, il y en a trois, mais pour contredire la majorité, je dirais qu'il y en a deux. Je vais m'expliquer. Donc, déjà un petit rappel sur la fibre et ses avantages. Donc, évidemment, la donnée est transformée et transportée, c'est de la lumière sur un support qui supporte les angles, qui est flexible, qui a une très faible perte de signal, qui est léger, qui permet de gagner beaucoup en délai de transit par rapport au cuivre, qui ne conduit pas l'électricité, qui peut être installé dans un milieu déflagrant, il n'y a pas de risque d'étincelle, surtout il y a un taux de panne 2 fois moindre versus le cuivre. Donc en 3 mots, performance, flexibilité et disponibilité. Performance parce que la limite, ce n'est pas le support, c'est les équipements qu'il y a à chaque extrémité en termes de grade. Donc les cas d'usage typiques de la fibre, c'est la transfo digitale en général. Donc ici, accéder aux applications dans le cloud avec fluidité, sauvegarder simplement vos données. Donc j'ai vu une stat où il y a plus de 250 millions d'euros perdus par les PME uniquement pour non-sauvegarde des données. Et ça facilite la collaboration des équipes, ça permet des gains de productivité par la visio, par les communiqués, etc. Maintenant, les technologies de fibre, donc celle que vous avez peut-être chez vous, la FTTH, c'est une techno grand public avec une abondance de débit, mais pas ou peu de SLA. Donc, elle est mutualisée et vous n'êtes pas maître du délai de fibrage
de votre quartier et de votre site. Je vous passe les accords qu'il doit y avoir entre les collectivités, l'opérateur d'infrastructure, l'opérateur commercial. C'est ça qui explique ces délais. Donc, entre le moment où vous voyez des ouvriers fibrer un quartier et le moment où elle est effectivement dispo, il peut se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais l'avantage, c'est qu'à partir du moment où cette FTTH est dispo, quel que soit l'endroit en France, elle est au même prix. Donc, FTTH, fibre to the home, donc fibre à la maison. En bas, la FTTO, donc fibre au bureau, c'est la fibre entreprise avec des SLA, avec des débits symétriques et garantis, construite à la demande et elle est dédiée, une fibre, un client. Donc le délai de mise à disposition et de construction est maîtrisé, il est connu. En revanche, le prix dépend du zonage. Une fibre dans une grande ville coûtera beaucoup moins cher qu'une fibre à la campagne. Il peut y avoir des facteurs 5 à 10. Donc, en résumé, presque tous les sites sont éligibles à la FTTO, mais le prix varie fortement. Les débits sont symétriques, garantis, et avec un GTR, un rétablissement garanti. En FTTH, vous avez une abondance de débit, mais en best effort, une éligibilité à l'adresse et un déploiement selon le planning de l'opérateur déployeur. Et entre les deux, vous voyez le FTTE, qui est un peu la synthèse des deux technos précédentes. Donc, en fait, c'est une FTTO. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y a 3 types, mais en fait, il y en a 2. Il faut bien comprendre que le FTTE, c'est une FTTO, donc avec toutes les garanties. En revanche, c'est une éligibilité à l'adresse, comme le FTTH, puisqu'on utilise le génie civil, on mutualise le génie civil, donc ce qui coûte cher, en fait, du FTTH. Et comme le FTTH, c'est une éligibilité à l'adresse. Pour vous donner un pourcentage d'éligibilité, aujourd'hui, 40% des SIRET entreprises sont éligibles FTTH. On a une cible à 70% en 2022. En FTTE, on commence, donc il y a 10% de SIRET éligibles et on pourrait passer à 40% en 2023 grâce au déploiement du FTTH. En fait, l'éligibilité FTTE va suivre la courbe de déploiement FTTH. Un petit mot sur OBS dans le FTTH par rapport à nos concurrents. Quand on raccorde une entreprise en FTTH, elle l'est sur un réseau dédié et ce n'est pas mélangé au grand public. Donc, en synthèse, la fibre permet d'aborder sereinement sa transfo digitale et sa migration cloud en particulier. Mais il y a quand même des points de vigilance, en particulier sur le FTTH. Vous avez l'abondance de débit sur site, c'est une chose. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de garantie. Et n'oubliez pas que c'est l'accès. Il faut aussi voir ce qu'il y a derrière, les réseaux, le backbone. Un petit mot sur Internet. Je voudrais démythifier Internet. Si vous choisissez Internet comme support à votre transfo cloud, il faut bien avoir conscience. J'ai probablement pris une slide avec une multitude de nuages, que Internet, c'est une interconnexion de plusieurs nuages, eux-mêmes plus ou moins interconnectés entre eux et de façon hiérarchique. Si je prends un exemple un peu neutre, voilà, si vous avez un site à Dubaï qui doit parler à un site en Turquie, vous avez 2 façons d'y aller. Soit vous prenez un provider qui a un backbone étendu et une connexion Tier 1, donc sur le backbone, et vous y allez à peu près directement. Si vous prenez un provider pour son prix, vous risquez de passer par Singapour, par exemple, et puis donc de multiplier les intercos et donc les points de faiblesse. N'oubliez pas aussi qu'il y a des pays qui se méfient d'Internet, comme la Russie ou la Chine. Donc, à prendre en compte. Orange est un provider Tier 1, c'est-à-dire qu'il fait partie du backbone Internet mondial. Donc, a priori, vous êtes sûr que pour aller chercher des CSP internationales, en passant par Orange, vous aurez moins de sauts et un chemin plus court et plus stable. En MPLS VPN, la question ne se pose pas, vous prenez toujours le chemin le plus court. Si je reparle de galerie, vous avez à gauche une façon traditionnelle de se connecter à Internet. Donc, vous pouvez avoir un réseau VPN et sur votre data center,
une connexion Internet qui vous permet d'accéder au cloud. Et donc, vous avez ce on appelle le tromboning. Donc, tous vos flux vont sur le site central pour ensuite cramer de la bande passante Internet et aller chercher votre cloud. Une façon plus économique, plus élégante et surtout qui vous permet de simplifier la connexion au cloud, c'est d'utiliser Galerie. C'est-à-dire que votre cloud, ça devient un des sites de votre réseau privé. Et si je vous donne, là, vous avez la photo des partenaires qu'on peut amener dans votre réseau privé à date. J'espère que j'ai été assez clair malgré tout le jargon. Donc, en résumé, pour se connecter au cloud, il faut abouter votre réseau à celui du cloud provider, quelle que soit la méthode. Notre plus-value chez OBS, c'est de vérifier que ce raccordement se fasse de la meilleure manière possible, donc pour garantir la meilleure expérience utilisateur à vos utilisateurs et à vos clients. Alors, on vient de basculer dans le cloud. Donc, on est passé d'un monde, le monde d'avant et le monde d'après. Quelle valeur ajoutée pour vous, le client? Alors, je vais prendre 3 grands exemples sur 3 domaines différents. Le côté humain, donc avant, vous avez les équipes, les opérations et les équipes de dev. Donc, de par leur mission, c'est antinomique et ils sont souvent cloisonnés. Les métiers ont besoin d'une application, mais ne passent pas toujours par la DSI. Du coup, c'est ce qu'on appelle le shadow IT. Ils trouvent leur solution sur Internet et l'utilisent avec tous les risques de sécurité. Dans le monde d'après, en fait, on va rapprocher les équipes de développement et des opérations. Ça s'appelle les équipes DevOps. C'est le genre de prestation que l'on fait chez Professional Services, avec un petit coaching de 10 jours hommes. On rend vos équipes donc DevOps. Mais pour éviter le shadow IT, on peut aussi mettre en œuvre un dispositif qu'on appelle le CCOE. En fait, c'est un centre d'expertise cloud qui va être une entité qui va être développée au sein de votre DSI et qui servira de conseil pour les métiers pour leur affecter les bonnes solutions sur les bons clouds. Au niveau de la technologie, avant, vous gérez l'infra sous-jacente, les applications on-prem dans votre salle informatique avec tous les risques inhérents. Vous gérez évidemment la sécurité et le provisionnement des serveurs qui se fait quand vous voulez augmenter la capacité, vous achetez le serveur, vous le rackez et puis vous redémarrez. Dans le monde d'après, le cloud, l'infrastructure sous-jacente aux applicatifs, mais également les applications ainsi que tous les services sont totalement managés par votre fournisseur de cloud. La sécurité est évidemment gérée, enfin une partie, puisque c'est une sécurité partagée entre OBS et le client. Et enfin, le provisionnement qui prenait, j'allais dire, des semaines à des mois le temps que vous achetiez, allumer donc ce qu'on appelle des VM, des ressources de calcul ou du stockage, ça se fait en quelques secondes, voire en quelques minutes. Enfin, dans l'organisation du monde d'avant, vos équipes sont donc silotées, il y a une grande validation des process, on est un peu dans le schéma de l'IT classique, du cycle en V. Et, de l'autre côté, vous êtes via la technologie, mais également les processus. Je reviens sur le DevOps. La culture, l'outillage, les méthodes et les équipes sont DevOps. Donc, vous gagnez en agilité. Vos équipes sont plus compétentes parce qu'elles apprennent de nouvelles aptitudes et elles gagnent aussi en autonomie. Je continue dans les bénéfices habituels du cloud que vous êtes en droit d'attendre le fait d'avoir migré sur le cloud. Le premier, c'est que vos ressources elles sont accessibles via le réseau, que ce soit un réseau local, donc votre salle informatique on-prem ou alors chez un hébergeur, ou alors ça peut être carrément accessible par l'Internet de partout dans le monde. La deuxième chose, c'est la forte élasticité et la meilleure illustration, c'est que ce soit le Black Friday ou le jour des célibataires en Chine, un site web ne peut pas tenir le pic d'activité qui va durer un jour parce que des milliers, voire des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes vont se connecter à votre site web et le site web ne va pas toujours tenir. La meilleure illustration, c'est l'élasticité du cloud qui permet de provisionner et déprovisionner des serveurs en quelques minutes. La troisième bénéfice, c'est le paiement à l'usage. Tout comme l'eau ou l'électricité, plus vous consommez, plus vous payez. Mais en plus, là, vous avez un paiement à l'usage selon les différentes ressources spécifiques que vous utilisez. Enfin, mesurable, certes pour la facturation, mais c'est surtout que quand vous contractualisez avec un fournisseur de cloud, vous allez avoir un contrat qui vous garantit ce qu'on appelle des SLA. Ce sont par exemple le temps de disponibilité de la plateforme en pourcentage, souvent 99,9, il y a plein de 9 derrière, mais également tout ce qui est le temps d'intervention, le temps de
résorber un incident et tout ce qui est support dédié 24/7, 365 jours. Voilà pour les différents bénéfices du cloud. En bref, le cloud, c'est un service qui permet d'utiliser des ressources informatiques qui sont illimitées, diversifiées selon votre usage et à jour sans les posséder. Dernière illustration des bénéfices quand on est dans le monde post-migration, quand on est dans le cloud. En fait, ce sont les différentes couches qu'on appelle service cloud que vous allez adresser. Ça va dépendre en fait de votre usage. Vous avez une catégorie de personnes qui sont des opérateurs, c'est une offre de IaaS qui va leur correspondre. Vous avez plutôt une catégorie de développeurs, c'est une offre de PaaS, de plateforme as a service, qui va les intéresser. Et si vous êtes l'utilisateur final qui n'est pas intéressé par les couches en dessous de la donnée, vous allez gérer les données, mais vous ne voulez pas voir ce qui se passe sous le capot. Et si vous avez les 3 typologies d'utilisateurs dans votre entreprise, eh bien, vous pourrez souscrire à différentes offres pour chacun des applicatifs. Enfin, et pour terminer, les 4 facteurs clés de succès pour mon projet cloud. Le premier, c'est l'importance du diagnostic. J'en ai parlé tout à l'heure. Si vous n'avez pas un bon diagnostic, vous n'avez pas une bonne vision de votre patrimoine informationnel, donc à jour et exhaustif, ce sont les fondations qui sont mal construites et votre projet cloud a de grandes chances de ne pas arriver à une issue heureuse. La deuxième, c'est la mise en place d'un rétro-planning pour solliciter les bonnes ressources au bon moment. Je m'explique. Si vous avez un temps court, typiquement, vous devez fermer votre data center et vous devez migrer dans le cloud, on partira sur la migration. Par contre, si vous avez du temps, vous pouvez peut-être décider de redévelopper vos applications et par là même utiliser les bénéfices du cloud public. Je continuerai sur un sponsor au sein de l'entreprise, c'est-à-dire quelqu'un de disponible et avec un pouvoir de décision, disponible tout au long du projet, pour taper du poing sur la table si besoin, pour confirmer l'embarquement des ressources. Et donc, en dernier point, l'adhésion des utilisateurs finaux pour tester, pour embarquer l'adhésion. Et comme écrit, éviter le c'était mieux avant qui tue tout projet de transfo. Oui, Guillaume, merci beaucoup. Merci Thierry. Effectivement, le fameux c'était mieux avant, le nombre de fois on a pu l'entendre. Et ça, c'est intergénérationnel, hein, aussi bien des juniors dans l'entreprise que des vieux. C'est assez drôle, surtout de la part de juniors qui, du coup, ont un historique un peu plus récent. Merci beaucoup, messieurs. Vous allez avoir apparaître dans quelques secondes 2 petits sondages que je vais vous expliquer par la suite. Mais pendant que je lance les sondages, j'aurais aimé, Thierry, Guillaume, par rapport à ces projets cloud, quand vous accompagnez les clients, si vous deviez retenir, si on devait retenir une phrase, un seul élément, ce serait quoi? On commence par toi, Thierry? D'un projet cloud, dans tous les cas, c'est une tendance inexorable. Donc, je dirais la question, c'est qu'on vous accompagne pour aller dans le cloud. C'est une tendance inexorable. Guillaume, pareil, même question. De la fibre de qualité, donc de la fibre Orange avec des réseaux bien dimensionnés derrière. Voilà, blague à part, donc OBS, donc nous connectons, nous sommes multi-cloud et avec la connectivité, on est capable de vous accompagner sur tous les aspects de votre projet de transformation cloud. Très bien, merci. Oui, parce qu'effectivement, quand j'entendais votre discours, c'est-à-dire que sur un projet cloud, il y a la connectivité, il y a le cloud avec l'intelligence, mais finalement, les deux sont complètement associés ensemble. Et c'est vrai que en discutant avec des personnes sur les réseaux sociaux, que ce soit des personnes de moyenne entreprise, des influenceurs ou autres, c'est assez compliqué de devoir gérer avec plusieurs entreprises. Et donc, du coup, vous me confirmez, sauf si je dis une bêtise, OBS donc permet de faire les deux en un. C'est-à-dire on peut gérer la connectivité et la migration vers le cloud avec une seule entreprise, Orange Bien Service, c'est ça? Tout à fait. Oui, et même au-delà, la sécurité, le traitement des données ensuite, c'est tout l'aspect voyage de la donnée. Alors, oui, pardon, Thierry. Oui, je rajouterai une chose, et la crise sanitaire du Covid que nous vivons encore actuellement a montré également l'intérêt, je dirais, de la connectivité et du cloud pour permettre à la plupart des entreprises de pouvoir continuer leur activité. C'était ma petite anecdote qui a à voir avec le contexte actuel qui est un peu particulier. Effectivement, ouais.
Oui, tout à fait, un contexte très particulier. Et justement, du coup, je vous pose la question dans le sondage, dans la partie sondage, donc n'hésitez pas à y aller si vous souhaitez donner votre avis. N'hésitez, c'est aussi une webconférence qui se construit avec vos échanges. Donc effectivement, est-ce qu'un seul partenaire pour vous accompagner sur votre projet cloud? Est-ce que ça vous intéresse à voir éventuellement une prochaine fois? Et une autre question qui a un lien avec le prochain webinaire que l'on va faire, c'est est-ce qu'un diagnostic cloud gratuit, ça vous intéresse? Oui. Ça peut être, est-ce que c'est compliqué? Si c'est rapide uniquement, n'hésitez pas à donner votre avis. Donc, on va regarder dans la rivière les différents résultats. Pour l'instant, c'est un 100% de oui. Bon, il y a eu quelques réponses. Ah, les réponses commencent à venir. C'est intéressant de voir par rapport au projet cloud pour vous accompagner une seule entreprise, ce dont on parlait Guillaume Thierry. Il y en a pour la moitié d'entre vous, 50% pour l'instant, ça vous intéresse. Là, ça descend, allez, 40%. En gros, c'est ça m'intéresse ou c'est à voir. Donc, effectivement, il y a peut-être une attente de la part d'organisation vis-à-vis d'une grosse entité euh, par rapport à l'accompagnement sur ce projet, peut-être une crainte ou un manque de connaissances, peut-être aussi. Il y en a qui sont plus intéressés, ça commence à monter. Pour le diagnostic, oui, un franc oui, et quelques-uns qui ont répondu si c'est rapide uniquement. Alors, pour faire un peu de teaser là-dessus, effectivement, on fait un webinaire là-dessus et il y aura un diagnostic cloud gratuit qui va vous être proposé en ligne et qui est effectivement rapide et qui vous permettra d'en savoir un peu plus sur, entre autres, pas votre maturité, mais savoir où vous en êtes sur votre cloud, votre connectivité et aussi votre sécurité, parce que vous n'êtes pas sans le savoir que la crise du Covid a amené pas mal de gens à télétravailler et donc ne pas profiter parfois, comme le disait Guillaume, de la protection du réseau de l'entreprise. Et il se peut que quand ces gens reviennent travailler, ou même là actuellement, ils soient beaucoup plus exposés au malware, aux virus, aux attaques. Et donc il y a pas mal de choses à prendre en compte, que ce soit pour votre boîte mail, ne serait-ce que ça, ou juste ne pas avoir des salariés qui cliquent sur des liens qui amèneraient à une fuite de données ou un accès externe là-dessus. Je ne vois pas de questions, j'ai l'impression que vous avez été très clair, c'est vrai que ça a été assez riche. D'autre côté, ça s'est bien passé, Thierry Guillaume? Très bien Impeccable. pour ma part. Ouais, très bien. Bon, parfait. Et oui, car pour certains, effectivement, c'était la première fois sous ce format-là. Mais écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Je vais juste regarder les derniers résultats dans les différents sondages. Donc effectivement, une majorité de personnes qui sont intéressées, donc n'hésitez pas à suivre Orange Business Service ou Thierry ou Guillaume sur LinkedIn, sur Twitter si jamais vous y êtes. Et pour le diagnostic gratuit, il y a quelqu'un qui effectivement qui a répondu est-ce que c'est compliqué? Non, ce sera très simple, vous allez voir, ça se fait de manière très naturelle. Je ne vois pas d'autres questions, donc ce que je vous propose c'est de se retrouver, ce sera courant juin. Oui, de toute façon, ça ne peut que l'être vu qu'on est le 28 mai. On vous donnera la date très prochainement, on va communiquer largement dessus. D'ici là, Thierry, Guillaume, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, Merci Charles. également. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Le replay va être disponible et dans le mail de remerciement, vous allez pouvoir télécharger la présentation. Et si vous souhaitez être recontacté par une personne d'Orange Business Service, ce sera peut-être Thierry ou Guillaume d'ailleurs qui vont vous recontacter. Vous aurez un bouton pour pouvoir faire la demande très rapidement. Prenez soin de vous. Très bonne journée. À très vite. Merci à tous. Merci. Portez-vous bien. Au revoir. Merci. Au revoir.